Nouvelle session d'information sur Actu 30 Télévision au cœur de l'actualité. Messieurs et dames, bienvenue à vous. Deuxième jour du couple royal belge à Kinshasa, l'air était aux activités proprement dites dans le cadre de cette visite officielle en RDC. Occasion a été pour le roi des Belges de renouveler ses regrets aux Congolais face aux méandres de la colonisation d'avant 1960. La Belgique se déclare prête à soutenir la République démocratique du Congo, notamment dans la lutte contre l'insécurité. Un invité dans ce journal, le professeur Jean Kambayi Boacha, il est le recteur de l'IFASIC, Institut facultateur des sciences de l'information et de la communication. Il revient sur l'histoire d'amour et des chagrins entre la Belgique et la RDC. Voilà tout pour les titres. Place au développement. Place de la force publique, mémorial des anciens combattants dans la commune de Kasavubu. C'est ici que le roi des Belges a débuté officiellement ses activités après son arrivée à Kinshasa le mardi 7 juin. La cérémonie en vaut son pesant d'or. Entre la présence du couple royal belge et du couple présidentiel de tous les honneurs, une seule personne a l'honneur cette fois-ci, le caporal Albert Kouyoukou, dernier survivant des éléments de la force publique qui ont participé activement à la Seconde Guerre mondiale. Il a été élevé au rang de commandeur de l'ordre de la couronne par le roi des Belges. Juste après, cap a été mis vers le musée national de Kinshasa. Sur place, Kinshasa et Bruxelles ont signé un mémorandum d'entente sur l'appui à l'implication des jeunes dans la conservation du patrimoine culturel. Question de sceller le début de la coopération dans ces secteurs culturels. Dès là, le cortège royal et présidentiel ont pris la ligne du palais de la nation. Des échanges entre les deux autorités autour des questions d'intérêt commun ont ponctué ces moments avant le point de presse conjointement animé par les chefs de l'État Félix Tshisekedi et le Premier ministre belge Alexander De Croo. Il n'y a pas de développement sans sécurité. Il n'y a pas de stabilité sans paix. Et donc s'il y a une priorité que nous attendons de la Belgique, c'est bien un accompagnement dans ce sens. Il y a déjà un début. C'est à la Belgique de voir qu'est-ce qu'elle peut apporter de plus. Parce que notre ambition est de monter en puissance au niveau de nos forces de défense et de sécurité pour être suffisamment dissuasif. Vous avez le droit d'exiger à vos voisins que votre territoire soit respecté. Vous avez le droit de demander à chacun. Vous avez le droit de demander à chacun de vos voisins de faire les choses qui sont nécessaires pour éviter qu'il y ait une situation d'insécurité dans votre pays. C'est des règles de base. Je vais être très clair, il faut appeler à vos voisins de prendre leurs responsabilités. Si vous estimez que c'est nécessaire, la Belgique est prête à jouer un rôle pour que ces responsabilités La communion entre les rois des Belges et les Kinois a eu lieu au Palais du Peuple, siège du Parlement. Députés, sénateurs, membres du gouvernement, militants des partis politiques et des Kinois lambda, tous s'y sont retrouvés. Premier discours, c'est celui du président Félix Tshisekedi qui vante les raffermissements des relations Kinshasa-Bruxelles. À son tour, le roi Philippe II, conscient de blessures béantes de la colonisation, a réitéré ses regrets au peuple congolais. Fin de la cérémonie, tout a été au rythme de la communion chaleureuse. La RDC et la Belgique, c'est une longue histoire des couleurs, mais aussi des couleuvres, désormais relancées vers de nouveaux horizons de soutien mutuel. Que de remous qui ne cessent autour de la révision de la loi électorale au Parlement. Après son adoption sous tension et contestation à l'Assemblée nationale, la proposition de loi envoyée au Sénat pour une seconde lecture a été l'objet de boycotts de la part des sénateurs du Front commun pour le Congo au cours de la plénière du mardi 7 juin. Nous dénonçons le manque de volonté politique de l'Union sacrée d'offrir au peuple congolais des élections véritablement démocratiques dans les délais constitutionnels en cautionnant des scénarios politiques susceptibles de replonger le pays dans une crise sans précédent. Nous suspendons en conséquence notre participation à toutes les activités parlementaires liées à l'examen de ce texte
de propositions de loi relatives à la révision de la loi électorale dans les conditions actuelles. Entre-temps, la plénière a suivi son cours normal sous la direction du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. La proposition de loi a été envoyée à la commission PAJ de la Chambre haute du Parlement pour un examen approfondi. Le travail va être envoyé à la commission politique, administrative et juridique. Les amendements sont ouverts, grandement ouverts. Même ceux qui sont à l'extérieur peuvent passer par les sénateurs pour introduire leurs amendements. C'est une loi qui intéresse tout le monde, il n'y a pas d'exclusion. Je rappelle ici que tout sénateur a le droit d'aller participer aux travaux sans nécessairement voter. Vous êtes tous invités à apporter tous vos enrichissements à la commission PAJ. La commission PAJ a 2 jours pour recevoir les amendements avant de présenter son rapport au cours de la prochaine plénière fixée au dimanche 12 juin prochain. Bientôt, la modernisation de l'aéroport national Morongo de Bunia. Le gouvernement de la République vient de mettre à la disposition de l'entreprise Mogabaon 2 moyens conséquents pour l'exécution de ce projet pour une durée de 24 mois. 3 membres du gouvernement central ont fait le déplacement de Bunia ce mardi pour la pose de la première pierre de ces travaux. En tête, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Luando-Mboyo. Pour ce dernier, ces projets et la matérialisation de la promesse faite par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la population de l'Ituri lors de son passage en juin 2021. Le président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait du développement de la RDC son cheval de bataille, s'est engagé à travers le gouvernement de la République. Vous savez, tout gouvernement est investi sur base d'un programme. Et avant qu'un programme puisse se mettre en œuvre, il y a une phase de préparation, de planification. Et donc, tout ce temps, nous étions en train de préparer plusieurs projets. Maintenant, nous sommes dans la phase de la matérialisation de ce projet-là. D'où l'aspect infrastructure aéroportuaire. Nous l'avons commencé dans la province de la Tchapa. Nous avons été aussi à Mbandaka, vous vous rappelez, dans le cadre de la modernisation de la voirie de Mbandaka. Et aujourd'hui, cela nous amène ici dans la province de l'Ituri. Parlant au nom du DG de Mogabaon, Eli Akilimali, l'ingénieur de cette société explique les travaux qui seront exécutés. L'objectif global de ce projet étant de contribuer au développement durable de la province par la modernisation de l'aéroport de Bunia, il vient répondre à un réel besoin de la population pour développer leurs activités économiques et favoriser ainsi leur auto-prise en charge. Ceci cadre avec l'une des 4 visions du chef de l'État. De son côté, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Boyanka Chamadjoni, estime que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour les échanges commerciaux. C'est dans cette optique que l'état de siège a été décrété dans les 2 provinces de l'Ituri et du Nord Kivu en vue de rétablir l'autorité de l'État. Aujourd'hui, l'état de siège porte ses fruits sur terrain et démontre qu'il est possible d'écrire une nouvelle page au moment où certains groupes armés œuvrant en Ituri ont répondu favorablement à l'appel du chef de l'État pour le retour de la paix. Cette action du gouvernement central est saluée par les parlementaires de l'Ituri, à l'occurrence l'honorable Patrice Aouchaï et son collègue Ukechi Rundi. Je peux d'abord dire d'emblée que j'ai accueilli ce lancement des travaux d'élargissement de l'aéroport de Bunia avec beaucoup de joie, parce que ces travaux, dès que ça sera réalisé et fini, ça va permettre à ce que les difficultés que nous avons l'habitude de connaître à partir de Kinshasa pour venir à Bunia va être résolues automatiquement. Signalons que l'aéroport national Morongo de Bunia a été construit en 1956. À ce jour, 42 000 passagers sont enregistrés par an, en croire le directeur de la RVA Bunia, d'où la modernisation de l'infrastructure aéroportière vaut son pesant d'or. Ouvert
Ouverture ce mercredi 8 mai 2022 de l'atelier sur la validation de mesures d'application de la loi numéro 20/017 du 25 novembre 2022 relative aux télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Tutelle du secteur, c'est le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication qui a procédé au lancement officiel de travaux de cet atelier qui s'étend sur 4 jours. Pour le numéro 1 des PETA antiques, 8 projets importants seront examinés à l'issue de cet atelier. Durant ces 4 derniers jours, nous allons procéder à l'examen et à la validation de 8 avant-projets d'arrêté ministériel ci-après. 1. Avant-projet de l'arrêté fixant les conditions des modalités d'homologation des équipements terminaux et installations radioélectriques. 2. Avant-projet de l'arrêté portant création du plan national de numérotation et fixant les modalités de gestion. 3. Avant-projet de l'arrêté fixant les conditions et modalités d'identification des abonnés. 4. Avant-projet de l'arrêté fixant la procédure de conversion des titres et les modalités d'acquisition de nouveaux titres. 5. Avant-projet de l'arrêté fixant les conditions et modalités d'agrément des activités auxiliaires. 6. Avant-projet de l'arrêté fixant les conditions et les modalités d'examen des déclarations et d'octroi des certificats d'agrément. 7. Avant-projet de l'arrêté fixant les conditions et les modalités d'examen des demandes et de délivrance d'autorisation. 8. Avant-projet de l'arrêté fixant les conditions, la procédure et les modalités d'octroi et de renouvellement des licences de concession. Le ministre Kibassa a appelé les experts de son secteur à travailler à fond pour donner au pays une loi qui ne portera pas les germes des critiques et des contestations. Au demeurant, j'invite les participants à ce premier atelier portant sur la validation des mesures d'application de travailler avec dévouement et patriotisme de façon à produire un travail de grande qualité scientifique qui pourra résister aux critiques et à l'épreuve du temps. Pour terminer mon propos, je voudrais remercier Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour son accompagnement dans la réalisation de cet événement d'une importance capitale pour le secteur des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication en République démocratique du Congo. Il faut signaler que le lancement de cet atelier a connu la participation du ministre de l'Industrie ainsi que de plusieurs experts du domaine de la télécommunication. Encourager les journalistes à promouvoir un peu plus les sujets liés à la population, voilà qui a poussé l'UNFPA à lancer du 10 juin au 15 novembre de l'année en cours le prix Média Henriette Eke, un concours qui s'épanche sur le thème « Éliminer les décès maternels évitables en République démocratique du Congo ». Ce mercredi, au cours de la conférence de presse d'annonce de ce prix, le représentant pays de l'UNFPA a donné le contour. Ce prix aussi, c'est pour honorer Henriette Eke, honorer le combat qu'elle a mené pour réduire la mortalité maternelle ici en RDC à travers les sages-femmes. Elle a amené la profession sage-femme à un certain niveau, à travers les formations des sages-femmes, à travers le renforcement de l'association des sages-femmes et la réglementation des professions sages-femmes. Une campagne qui sera parrainée par le ministère de la Communication et Médias. Qu'elle dira lors des conditions de participation. C'est quand même important que le journaliste soit légalement reconnu par les institutions étatiques. Ceux qui sont peut-être pas, qui n'ont pas les cartes en règle, doivent peut-être faire un effort pour rapidement se mettre à jour. Sinon, vous voyez, si nous devons donner le prix à un journaliste qui n'est pas légalement reconnu par les institutions étatiques, cela peut quand même poser certains problèmes. Donc faites un effort à ces niveaux et je pense que vous pouvez rapidement vous mettre à jour, surtout que nous donnons une période de 5 mois environ pour poster les productions.
Pour la petite histoire, Henriette Eke, décédée en novembre 2020, est une sage-femme qui a consacré 40 ans de sa vie dans son travail en tant que sage-femme. Ce qui lui a valu le titre de conseillère à l'UNFPA. Bienvenue à cette deuxième tranche du journal. Sur ce plateau, je reçois le professeur Jean Kamba-Ekwacha. Il est historien, ministre honoraire de l'enseignement supérieur et universitaire, professeur des universités et actuellement recteur de l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication, FACI. Bonsoir, professeur. Bonsoir. 30 juin 1960, c'est le roi Baudouin qui avait au palais de la Nation annoncé l'indépendance de la République démocratique du Congo. En juin 2022, c'est le roi Philippe et la reine Mathilde qui viennent en République démocratique du Congo une semaine de 1960 en 2022. Qu'est-ce qui s'est passé entre la RDC et la Belgique? Je ne sais pas si nous pouvons aborder cette question ou cette situation dans ce contexte de ce qui arrive. Il est arrivé quelque chose. Et c'est arrivé quelque chose. 1960, 2022, il s'est passé beaucoup de choses. Le roi est arrivé au Congo, non pas pour annoncer l'indépendance, tout comme on peut le comprendre, mais le roi est arrivé dans une cérémonie grandiose de proclamation de l'indépendance de la République du Congo. Le roi de Belge, aujourd'hui, remplaçant du roi Baudouin, est arrivé ou va arriver pour témoigner, on va en parler, pour témoigner de l'amitié qui existe entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Il s'est passé l'indépendance, il s'est passé toutes les factures, les factuels qui existent, qui peuvent exister entre un pays colonisé jadis par la Belgique, avec tous les aléas de pour et contre, plus de contre que de pour. Et la sécession katangaise, n'est-ce pas? Ensuite, les rébellions de 64, les changements des politiques à tout le domaine, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan culturel, plus de changements. Et puis l'avènement de Lumumba, l'avènement de Kasavubu au pouvoir, Mobutu au pouvoir, 32 ans au pouvoir, dictature au pouvoir, les morts sous le pouvoir, et aujourd'hui, 32 ans après, le musée est arrivé au pouvoir, non pas sous la casquette de militaire, de AFDL, mais surtout sous les bottes de ces militaires qu'appelait Kadogo, sous la haute gouvernance négative pour le Congo, pour envahir sordidement la République démocratique du Congo. Après, ces mêmes qui ont placé, comment dirais-je encore, le musée, le vaillant musée, à la tête de la République, de 30 à aujourd'hui. Bon, il y a eu le Raïs, qui est arrivé au pouvoir. Il a régné. Il y a eu beaucoup de choses sur le plan juridique. Nous avons eu l'affaire Tchebeya,
Nous avons Kamoïna Sapou. Nous avons les morts de ceci et de cela, Tungulu passant. Bon, nous avons l'arrivée des étrangers. Si au départ, les étrangers étaient pointables au doigt, bien sûr, c'était des Belges, des Français, des Américains, des Anglais, jadis propriétaires du Congo, avec le Raïs, c'est les infiltrés, Tutsis, qui sont arrivés. Avec eux, tous les étrangers de toutes sortes, et des requins, et des crocodiles, et des oiseaux de n'importe quel style et allure sont arrivés, ils ont infiltré. Cette infiltration nous a donné du fil à retordre et ça nous a replongé dans les malheurs les plus piéteux. Est-ce que la Belgique a joué un rôle pour aider la RDC lorsqu'elle a traversé toutes ces phases? Pourquoi on doit poser cette question? La Belgique ne doit pas jouer un rôle. La Belgique a laissé le Congo, comme je l'ai écrit dans un de mes bouquins, laisser le Congo comme une brique chaude. Il n'en avait plus besoin parce qu'on a chassé la Belgique. Ou la Belgique s'est chassée dans un pays appelé indépendant, même si cette indépendance était atrocement non préparée. Et pourquoi ne sent pas cette implication de la Belgique en République démocratique du Congo par rapport à la France, pour la fois, vraiment impliquée dans ces anciennes colonies? Pourquoi la Belgique doit s'impliquer? Vous voyez, je ne vous pose pas la question. Mais la France, elle est... Pourquoi la France ne s'est pas impliquée? La Belgique, petit pays qui a gouverné d'une manière dictatoriale, colonialement parlant, a laissé le Congo. Ça fait 2 345 000 km² ou plus à la tête d'une population croissante qui aujourd'hui nous fait à peu près 80 millions d'habitants. Pourquoi la petite Belgique qui entre autant de fois, 80 fois dans un Congo? Non, les Belges, devenus ça, je me dis, nous lâchons, ça nous dérange, ça nous dérange. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que la Belgique doit aider le Congo. Le Congo doit s'aider pour se développer. Et c'est ce qu'aujourd'hui, les Congolais sont en train de faire. Ce n'est pas facile, mais nous devons nous aider nous-mêmes. Entre reconnaissance ou réparation des actes d'atrocité commis sur les sols congolais par les Belges, où nous sommes du côté de la Belgique. Où sommes-nous? Les Belges, tels qu'ils étaient pendant la colonisation, les Belges, tels qu'ils étaient au moment de l'indépendance, les Belges, tels qu'ils étaient après l'indépendance, ce ne sont pas les mêmes Belges. Ce n'est pas la même Belgique. Est-ce que les Belges coloniaux avaient-ils le droit d'agir autrement, historiquement parlant? Ils pouvaient agir autrement que ce qu'ils ont fait. Ils pouvaient venir à ce moment de la colonisation, à ce moment de la dictature coloniale, qui pouvaient dire aux Belges que ce que vous faites n'est pas moral, ce que vous faites n'est pas bien. Parce que pour eux, dans l'ensemble du monde, c'est le blanc qui devait coloniser le noir, étant donné que le noir était semblable à un animal qu'il faut éduquer par la chicotte. N'est-ce pas? Alors ils ont agi comme il fallait le faire. Ils ont maltraité. Donc, il ne fallait pas attendre à la Belgique autrement. Mais la Belgique de 1956 jusqu'à 60, c'est une Belgique autre que la Belgique coloniale. Mais c'était la préparation de la sortie de la colonisation. Et cette préparation n'était pas sans heurte. Donc, elle n'avait pas le choix. À ce moment-là, les Congolais ont demandé, bien sûr, l'indépendance. Mais il faut dire mieux, les Congolais ont cherché les voies et moyens pour acquérir leur liberté.
Alors quand on acquiert sa liberté, cela ne se fait pas, ça heurte. Et heurte violent, exactement. C'est ce qui s'est passé. Nous avons connu, n'est-ce pas, le 4 janvier 59, nous avons connu les malheurs. Donc la Belgique coloniale n'a laissé que les malheurs. Donc il faudrait oublier. On n'oublie pas le mal fait, on assume le mal fait. Et lorsqu'on assume, on assume, on agit pour aller au-delà du mal fait. là c'est du côté congolais ou du côté belge? Nous n'avons pas besoin du côté belge. Nous avons besoin du côté congolais. Comment assumer la malfaisance, les mauvaises la mauvaisité de la colonisation? Non. Nous assumons tout en considérant que ça c'est notre histoire et nous tendons vers le mieux. Nous devons, en prenant conscience du mal fait, nous tendons vers le bienfait. Et le bienfait, ce que nous faisons aujourd'hui, en passant par la dictature coloniale, la dictature mobusienne, la dictature kabyliste, de 1 à 2, et aujourd'hui, par la démocratie qui commence, par les balbutiements de cette démocratie, tout en espérant que nous allons vers le bien. Voilà. Le roi Philippe, en République démocratique du Congo, va faire près d'une semaine. Et d'après vous, comment vous analysez actuellement les relations entre la Belgique et la République démocratique du Congo pour quelle avenir? La colonisation belge au Congo, comme toute colonisation, n'était pas la colonisation de bons aloi. La colonisation est mauvaise partout. Mais est-ce qu'on avait le choix de ne pas accepter? On nous a imposé une colonisation. Les Noirs ont accueilli hospitalité. Mais les Blancs est arrivé avec un plan machiavélique. Et les Noirs se sont dit, surtout qui? Et à un moment donné de leur histoire, écoute, nous n'étions pas suffisamment attentifs. Les Blancs nous ont piégés et nous ont maltraités. Tout en cherchant à brimer leur liberté. Tout en ne sachant pas que la liberté pour l'homme, noir ou blanc, jaune ou n'importe quoi, ceux qui ont les couleurs, je ne sais pas où on a ramassé les couleurs des couleurs, nous avons cherché notre liberté comme n'importe quel peuple. La liberté d'une personne est inscrite dans son ADN. C'est Dieu en nous. C'est Dieu en nous. Dieu dans le blanc. Dieu dans le chinois. Donc Dieu en nous n'a pas accepté les brimades coloniales. Et nous avons cherché à revendiquer, non pas l'indépendance, nous avons cherché à conquérir notre liberté. Car la liberté est au-delà de l'indépendance. L'indépendance n'est qu'une tromperie dans l'argutie politique. Et encore une fois, nous avons été pris dans le piège. Vous voyez, en Europe, les révolutions ont été effectuées, madame, grâce à la recherche de liberté, pas de l'indépendance. On ne parle pas tellement de l'indépendance de la France. Quand on parle de la Révolution française, c'est au niveau de la liberté, fraternité. Mais aujourd'hui, les relations, maintenant, la RDC est un pays maintenant dépendant, elle ne dépend plus de la Belgique. La Belgique est un pays maintenant partenaire, on a des relations bilatérales. Aujourd'hui, qu'est-ce qui représente, quelle représente la présence de roi Philippe? Madame, j'aurais aimé que très rapidement je partage au niveau de la recherche de la liberté. Le roi Philippe a 60 ans aujourd'hui. Beaucoup de Congolais qui ont 60 ans aujourd'hui ne connaissent pas ce que c'est la colonisation. Les Belges d'aujourd'hui ne sont pas colonialistes. Qui dit que les Belges d'aujourd'hui aiment la colonisation?
Aucun Belge n'aime la colonisation. Ce sont les Belges colonialistes qui aiment la colonisation. Tous les Belges de notre âge, ou de vos âges, ou des jeunes, aiment la convivialité, la compréhension internationale. Je pense, c'est ce que le roi Philippe et sa famille et sa prestigieuse femme sont venus faire au Congo. Renouer les relations, faire effacer toute la mauvaisure, faire effacer toute la mauvaisité pour renouer les bonnes relations. Ça, c'est un. Mais ensuite, il y a aussi cette visite à Léopoldville. On dira bien Kinshasa, mais c'est Léopoldville. Ça sonne colonial. Et puis au Katanga, bon, on dira plus Katanga comme tel, on dira Elisabethville. C'est nostalgique. Et puis on va aller à Goma Kivu, c'est nostalgique. On visitera également Mukwege. Ça fait la Belgique qui a donné, et puis n'est-ce pas tout ce monde-là qui ont donné le prix Nobel, vous comprenez? Donc, le voyage du roi Philippe, à mon avis, c'est un voyage à la fois politique, d'ouverture de la diplomatie belge, mais quelque part, ça reste assez sinon colonial. Vous comprenez? Dans ce contexte-là, il faut parler de la restitution de patrimoine. Je me suis toujours demandé, patrimoine, qui aujourd'hui est capable d'authentifier ce qui est authentiquement congolais et ce qui a été malversé, ce qui a été travaillé. Et là-dedans, il y a cette épineuse question, madame, de là-dedans. On nous dit aujourd'hui, madame, qu'on doit restituer les biens. Mais les biens sont partis d'où? Et comment ces biens sont arrivés en Belgique? Plusieurs façons. On chante que ces biens ont été donnés. Ma foi, je ne vois pas comment un chef coutumier de Bayeke, de Baluba, de Bayaka, de Bangongo, de Baungana, comment un chef va donner ce qui représente sa culture à des étrangers qu'il ne connaît pas. Non, madame, ces biens ont été volés. Ces biens ont été violés. Ces biens ont été arrachés. On doit nous dire dans quelles circonstances. C'est le gouvernement qui doit le dire. Et nous allons juger. Bon, comme vous avez reconnu votre faute, nous vous pardonnons. Je ne pense pas que la Belgique peut accepter que nous pardonne. Qui vous dit que cette dent-là, c'est la vraie? Pourquoi la dent? Et quand la dent va arriver ici, nous allons construire un grand musée où nous allons mettre juste la dent. Et dire cette dent-là, c'est la dent de Lumumba. Qu'est-ce qu'on a fait? Le musée en construction va abriter la dent. Madame, est-ce que vraiment nous sommes dans le bon sens, dans le bon droit? Tout un musée pour abriter la dent de Lumumba. Comment cette dent a quitté la bouche de Lumumba? Vous exigez des vérités de la part de la Belgique. Ce n'est même pas la vérité qu'on nous dit, c'est le contexte, qu'on nous dit ce qui s'est passé. Lumumba, on l'a tué où? On l'a tué comment? Combien de balles ont percé son corps? Tout cela, c'est pour restituer l'histoire. Makambo et Bongi et l'Obama. Ce qui est l'Obami, Kande Sili. Les belles jeunes qui ont l'âge du roi ont besoin de ça. Les Congolais d'aujourd'hui qui ont l'âge du roi ont besoin de ça. On doit nous dire que venir simplement avec une dent, nous mettre dans le musée. Vous comprenez? Nous allons regarder, nous allons nous en moquer. Même si on amenait l'épée, même si on amenait les tombes, même les cercueils, très bien, ça peut rester là-bas. Mais que le Congolais s'occupe de ces affaires. Les musées, on refera. Merci, professeur. Je vous remercie, je reste à votre disposition. J'espère que j'ai dit ce que je pense. Je suis au service du Congo et des Congolais. Congo Ndemboka. Congo Ndemboka. Voilà le complément de l'hymne. Merci, Kouachiki.
Fin de cette session d'information Actu 30 Télévision. Au revoir.